Fred Savard avec vous pour un 32e épisode de la balado avec... Ça, c'est bizarre. Godefroy Lando! Je me suis perdu et je suis arrivé le mauvais jour. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, j'ai été invité, Fred, Oui. par l'animateur. Oui, et parce que producteur. le sujet est producteur. C'est vrai Oui. qu'il porte tous les chapeaux. Parce que le sujet me faisait un appel du pied. Oui, un appel du pied. Ce sujet-là, c'est Jean-François Letourneau et Sébastien Langlois qui le portent. Bonjour, messieurs! Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour... en fait, ça va être un épisode consacré à ce livre, En montant la rivière, une ode à la musique trad et aux chanteurs, conteurs, poètes québécois qui ont couru l'Amérique, colportant leur chant jusqu'aux quatre coins du monde. C'est paru il y a quelques semaines, je suis mémoire d'en crier, quelques mois même. Ouais, non, fin avril. Fin avril, voilà. Et ben moi, je suis un grand fan de trad. J'en ai fait jouer quelques fois ici. Godefroy, vous êtes un fan de trad. Et je trouvais vraiment, vraiment à propos qu'on consacre l'épisode à ce livre parce que c'est vraiment une réflexion que j'attendais depuis longtemps en tant que fan de trad. Pour vrai, là, enfin un livre qui explique pourquoi il faut écouter du trad et pourquoi c'est si riche. Jean-François Letourneau, bon, on va vous présenter. Vous êtes professeur de littérature et communication au Cégep de Sherbrooke. Vos recherches se concentrent sur la littérature des premiers peuples et l'enseignement en milieu autochtone. Oui, ben en fait, moi, quand j'ai fini l'université, je suis parti enseigner 4 ans à Coudjouac. Ah ouais? Fait qu'à partir de ça, on dirait que ça a un peu orienté le parcours de vie, là, si je peux dire comme ça. Puis donc, je me suis intéressé aux littératures des premiers peuples quand je suis revenu dans le Sud, comme on dit, quand on connaît la vie dans le Nord. Il paraît qu'on dit ça. Oui, fait que quand je suis revenu à Sherbrooke, j'avais le goût de garder ça vivant en moi, là, l'expérience du Nord. Ouais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux littératures des premiers peuples. Là, on est autour de 2007, fait qu'il n'y avait pas grand-chose encore qui se faisait. Puis les beaux hasards de la vie ont fait en sorte que j'ai commencé à m'intéresser à ces littératures-là au moment où elles ont explosé. Oui, voilà. Où il y a une sensibilité, en fait, qui s'est développée. Sébastien Langlois, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes prof à l'Université de Sherbrooke, à la faculté de génie. Vous êtes spécialisé en génie civil. Vous occupez le poste de chercheur principal dans le cadre du partenariat de l'Université de Sherbrooke avec Hydro-Québec concernant les aspects structurels et mécaniques des lignes électriques aériennes. Et voilà. C'est exact. Mais ça a zéro rapport avec le livre. Ça n'a aucun rapport. Bon, ben moi, c'est ça. Je veux savoir comment le trad arrive dans vos vies. Ben, je peux commencer. Parce que souvent c'est nous qui doit aller vers le trad parce qu'il existe plus ou moins. On ne l'entend pas à la radio. Personne dans votre entourage en écoute. À moins d'y aller, ça ne va pas vous tomber dessus. Ben, moi, ça m'est tombé dessus. Il y a encore des gens sur qui ça tombe. Moi, ça m'est tombé dessus. Je suis né dans une famille de trad, là, de musique trad. C'est beaucoup mon père qui a pris ça. Là. Il y avait ça, comme dans plusieurs familles, il y avait de la musique traditionnelle là, quand il était petit, tout ça. Mais à l'adolescence... On parle de quelle région, votre père? Sainte-Catherine-de-Hatley, donc la région de Sherbrooke. Là, Sherbrooke, Magog, dans ce coin-là. Okay. À l'adolescence, il s'est beaucoup intéressé. Il a commencé à jouer de la musique. Il a reçu une harmonica de sa marraine. Il a commencé à jouer, à s'intéresser à ce qui se passait à ce moment-là aussi. Il y avait un autre renouveau trad à ce moment-là, dans les fins des années 70. En fait, quand le PQ est arrivé au pouvoir, on se sentait... Rêve du diable est devenu très populaire. On va en parler tantôt. Louise Forestier, dans les prisons de Londres, c'était des chansons qui jouaient à la radio populaire, mais qui étaient inspirées du trad. Paul Piché, son premier album, c'est dans cette mouvance-là. Il y avait des chansons trad, carrément, dont une chanson répond à la fin. Donc, c'est dans ces époques-là que... C'est vraiment dans cette époque-là là, que mon père a repris en main, disons, la musique trad, puis a apporté... Eux, ils étaient une famille nombreuse là, sur la terre familiale à Sainte-Catherine, puis il a apporté dans son sillage quelques-uns de ses jeunes frères qui ont commencé à jouer de la musique. Puis encore aujourd'hui, à part qu'on s'est réunis sur la terre familiale, puis il y avait de la musique, il y avait de la chanson, il y avait de la danse, calée même aussi. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de mon héritage familial. Ben moi, c'est tout le contraire de Sébastien. C'est arrivé sur le tard, je dirais, par des amis musiciens qui aimaient la musique trad, qui en faisaient, qui en font toujours d'ailleurs. Puis là, on est à l'époque du cégep, puis bon, je traîne avec eux, donc forcément, j'entends du trad, mais très honnêtement, j'aime pas ça. Fait que moi, j'arrive de là. C'est qui ces amis-là? C'est le grand d'ailleurs Olivier Brousseau qui est dans le groupe Musique à bouche. Oui. Fait que tout vient d'Olivier. Fait que c'est un peu de sa faute. Fait que je me rappelle qu'on est dans les parties, puis on écoute du Jean Leloup, on écoute les colocs. Puis Olivier finit toujours par nous mettre du trad à un moment donné. Puis on est toujours, hey, Luthier. Mais à force d'en écouter, puis moi, à un moment donné, c'est l'album de Michel Faubert, Le Carême et Mardi Gras. Ah oui. Là, on dirait que quand Olivier me fait entendre ça, là, on va être 96-97 probablement. Là. Quand Olivier m'a fait entendre ça, là, j'ai comme compris, pourquoi Olivier aimait la musique trad, puis deux, que moi aussi, il y avait peut-être quelque chose à aller chercher là, puis bon, après ça, je me suis ouvert, puis on arrive à aujourd'hui, j'ai écrit un livre là-dessus, mais ouais. On a l'impression que, puis c'est pas une impression, là,
bon, notre rapport à l'histoire, de toute façon, en général, il y a quelque chose quand même de conflictuel, pas dans l'histoire même, mais dans notre rapport. Et avec la musique trad, c'est la même chose, parce que moi aussi, je le remarque, moi j'aime beaucoup le trad, et c'est quasiment difficile de dire. Je pense que c'est pire de dire dans un party que t'aimes le trad que tu bois plus. Je pense que les gens réagissent plus mal quand tu dis que t'aimes le trad. Parce qu'au moins, quand tu bois plus, ils t'offrent du Perrier. Quand t'aimes le trad, ils peuvent rien t'offrir. Mais la tradition orale aussi, tout ce passé-là qu'on a, j'ai l'impression qu'il est mal perçu encore aujourd'hui. Oui, puis c'est drôle. Vous en parlez dans le livre, d'ailleurs. Oui, puis c'est drôle que tu dises ça parce que depuis 3 semaines, le livre est sorti, donc on croise des gens, il y a eu le lancement, les gens nous en parlent, puis on dirait que les gens, c'est comme un peu d'une sortie de placard. Hey, en passant, nous autres aussi, on en écoute, puis dans ma famille, mais ils nous disent ça, qu'ils sont presque gênés de nous l'avouer. Fait qu'on est content que le livre ait cet effet-là, c'est que les gens nous avouent leur amour du trad. Leur plaisir coupable. Vous vous rappelez dans le livre quelque chose qui moi, m'a... C'est pas frappant, mais quand on lit la phrase, on se rend compte que c'est ça, c'est que la musique trad québécoise, on pourrait dire canadienne, française ou canadienne, c'est un réservoir de connaissances. Puis God, combien de soirées on a passé à une certaine époque à décortiquer les textes des Charbonniers de l'Enfer, parce que nous, c'est vraiment via les Charbonniers de l'Enfer, dont Michel Faubert, encore une fois. On parle d'un passeur culturel, ça c'en est un. Moi, c'est vraiment les Charbonniers qui ont été une révélation, que j'ai compris toute la richesse, parce que quand j'étais plus jeune, c'était les 10 du temps des fêtes, un peu cheap d'André Lejeune, puis de Villa Légaré. Je dis pas que ces artistes-là, Villa Légaré a fait de grandes choses au niveau du trad, mais ça se retrouvait sur des compiles de party avec Gros Jambon, puis Lucien Boyer. Fait que c'était un peu noyé dans quelque chose qui... Mais à un moment donné, t'écoutes les Charbonniers, entre autres, et le fait que ce soit a cappella aussi, ben, toute la mélodie, la richesse te frappe au visage, et on a décortiqué les textes des soirées de temps. On s'est rétabli d'une chicane. C'est vrai. Ben oui, on se parlait pas depuis 2 ans. C'est Vous vrai. m'aviez appelé pour dire « Hey, God, les Charbonniers ont sorti un album. C'était désagréable. Viens l'écouter. » Contrairement à vous qui Oui, étiez une soie. un rayon de soleil de tous les Ouais. jours. Moi, là, j'ai eu un contact avec le trad qui est passé par la veillée des veillées. Oui. Donc, le vinyle triple. On va voir un extrait tantôt. C'est sûr, je comptais sur Oui, vous. oui, oui. Mais donc, je l'ai entendu. Mais à part de ça, là, chez les Laurando, là, Oui, c'est pas j'imagine que non, du hein. trad qui jouait. C'est Même si- plus du Bach puis du Chopin. du Debussy, puis du expérimental, puis ouais. toutes sortes de choses. Ok. Mais c'est comme si la graine était semée. Ouais. Je me rappelle d'un chauffeur d'autobus, dans un autobus jaune, là, où on allait quelque part, où on était bruyant, tannant. Puis le gars, au lieu de dire « Hey, calmez-vous », le chauffeur a pris son CB et il a chanté une toune à répondre. Ah, ouais. Et évidemment, tout le monde s'est calmé et il y avait un certain charisme, le gars, puis c'était une chanson à répondre. Fait qu'à un moment donné, tu comprends, OK, ça revient. Tout le monde, je me rappelle du thrill que ça m'a donné de comprendre ouais. sans l'avoir connu. Tu sais, la toune te rentre dans le corps, puis là, tu as juste le goût de chanter, puis il n'était plus question de faire de discipline. Là. Tout le Ben monde non. était... Ben oui. Puis d'où sortait ce gars-là? Ça m'est jamais réarrivé de pogner un chauffeur d'autobus qui fasse ça. Mais en même temps, c'est ça le trad aussi. Ben oui, mais sauf que je me rappelle du thrill, tu sais, de Ouais. chanter avec lui. Puis ensuite, un vide de 15 ans. Ouais. Puis là, les Charbonniers arrivent, puis à la première toune, Ouais. il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur. Là, avant qu'on aille plus loin, il faut... puis Godefroy, vous avez posé la question avant que j'appuie sur le bouton « Record ». Pourquoi vous avez écrit ce livre-là? N'étant pas des spécialistes, vous êtes ingénieurs. Normalement, on se méfie des ingénieurs. Et parce surtout- que quand on surtout- leur donne un appareil, ils le Pourquoi démontent, pourquoi- puis ils s'en vont. Pourquoi on vous a On lu peut plus aussi? rien faire. Pourquoi vous l'avez écrit? Oui, non, mais Pourquoi ça, on vous mais a lu? le déclic de dire « Hey, on va écrire un livre ». On n'est pas des spécialistes, mais on va écrire un livre. Et une raison principale, je pense que c'est que ni un ni l'autre, on est musicien. Moi, je chante un peu. Ouais. JF, pas du tout. Ouais. On traîne dans ces milieux-là depuis plusieurs années. Moi, depuis toujours, là, mais Ouais. aussi dans les festivals. C'était notre façon de contribuer là, à la Ouais. communauté trad. C'est une façon d'apporter un peu notre pierre à l'édifice. Et Simplement. qui, je trouve, est tout à fait en concordance avec le trad, qui est une culture populaire qui appartient à tout le monde. En fait, j'attendais ce livre-là parce que vous parlez aussi de la classification des styles, parce qu'il y a différentes sortes de chansons traditionnelles, entre autres, leurs origines. La beauté de ce livre-là, c'est que c'est le livre que tout le monde peut lire pour comprendre pourquoi ça fait partie de notre patrimoine et que c'est d'une grande richesse.
Ouais. C'est parti vraiment du désir, je pense, de nous expliquer à nous-mêmes pourquoi on aimait cette musique-là. Mettons, jeune vingtaine, j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud. Ouais. Puis là, les gens me demandaient c'est quoi vos chansons puis vos danses au Québec. J'avais rien à répondre. C'est fou! Après ça, j'ai travaillé en francisation. Billie Jean. Billie Jean. Ben oui, après ça, je travaillais en francisation. Les étudiants me demandaient Ah ouais. ben, c'est quoi le Québec? C'est quoi votre culture traditionnelle? Puis je savais jamais quoi leur répondre, mais eux, ils connaissent leur danse, connaissent leurs chansons. Ils n'en ont pas honte. Non, ils n'en ont pas honte. C'est ça. Puis ce manque-là, moi, m'a longtemps hanté, je pourrais dire comme ça. Puis après ça, mon expérience dans des communautés autochtones, notamment à Kuujjuaq, chez les Inuits, où là, je suis rentré en contact avec une autre tradition orale qui est vraiment au cœur du quotidien. Fait là, ça m'a vraiment renvoyé à moi-même, à mes propres zones mortes, on pourrait dire. Ou des manques. Oui, tout à fait. Fait que il y a de ça dans le livre, dans l'étincelle de départ. D'ailleurs, il y a une hypothèse qui est intéressante. Vous avancez l'idée que, dans le fond, la Révolution tranquille a été une bonne chose à plein de niveaux, mais vous prétendez que la Révolution tranquille nous a un peu coupé de nos racines profondes et nous a peut-être empêché de construire un récit national complexe. Je trouve ça intéressant comme idée. Oui, bien, c'est sûr que ce qui s'est passé, c'est on devait à ce moment-là entrer dans la modernité. Ouais. Puis entrer dans la modernité, étant donné la chanson traditionnelle était un symbole très fort d'une culture de survivance, on peut dire, là, avait été associée très fortement à ça. Puis il l'est toujours dans une certaine mesure. Et je pense que c'était à ce moment-là, si on veut être moderne, on ne peut pas être traditionnel. Non, c'était comme, c'est un ou l'autre. Faut tout jeter. Oui, c'est ça, faut tout jeter. Puis c'est passé avec la religion, ça a pris la même direction. Ouais. Puis on subit encore les contre-coups de ça, malgré que à travers ça, on en a parlé des années 70-80, il y a une réappropriation. Il y a toujours une communauté qui est là. Ouais. Mais au niveau grand public, il y a eu un ressac là, à ce moment-là. Et vous rappelez aussi quelque chose qui est intéressant, puis votre livre, cette idée-là est traversée du livre, une réalité que les Québécois ne prennent pas en compte. On n'est pas les seuls dépositaires de l'expérience francophone en Amérique. C'est aussi la Révolution tranquille. On le sait, ça nous a coupé culturellement du reste du Canada, français, et de l'expérience nord-américaine. Oui, c'est comme si notre envie de modernité là, qui s'explique tout à fait. Là. Puis évidemment, j'étais pas là, mais on peut comprendre. Là. On critique pas. Mais on s'ennuie pas du Plessis. Là. C'est pas ça qu'on dit. Là. Effectivement. Mais c'est comme si on s'était coupé des fondements même de la culture. Ouais. Puis on le voit avec notre rapport avec la chanson traditionnelle, puis on le voit aussi dans notre rapport avec la Franco-Amérique, qui est pourtant si importante. Je veux dire, tout le monde au Québec se réclame, dans le milieu littéraire, tout le monde se réclame de façon directe ou indirecte de Jack Kerouac. Oui. Mais la Franco-Amérique, par contre, c'est associé aussi à une forme de pauvreté culturelle. Même chose avec la chanson. Bref, on a beaucoup de préjugés envers les fondements de notre propre culture. Puis là, de retourner, grâce aux chansons de voyageurs, vers cette Franco-Amérique-là, puis de découvrir ces personnages-là là, comme Ken Bone, que moi, c'est Jean Morissette, là, le géographe là, qui m'a parlé de lui en premier. Puis après ça, c'est dans le documentaire narré par Damien Robitaille, Rêve américain. Oui. Puis là, on voit Ken Bone. Damien s'est promené. Hein, partout, c'est ça, Damien, il se promène d'est en ouest. Jusqu'à Los Angeles, sur les traces des descendants franco-américains. Puis là, ça, il se ramasse dans le Missouri, là, dans un... je me rappelle plus du nom du petit... Vieille Mine. Le village s'appelle Vieille Mine. Puis il se ramasse dans un bouillon. Parce que dans ce coin-là, ils appellent ça l'éveillé, c'est des bouillons. Ah ouais. Là, il se ramasse dans un bouillon, puis il y a un gars qui joue du violon, la même swing qu'ici. Puis il chante en français, La vieille bergère, mais clairement, il ne comprend pas ce qu'il chante. Mais il chante quand même en français. Moi, c'est vraiment une partie du documentaire qui m'a complètement jeté à terre. D'ailleurs, les montagnes Ozark, il y a une origine. C'est les monts aux arcs, comme avec les flèches. Là. Oui, c'est fou. Ouais. Et je trouve ça doublement pertinent présentement, actuellement au Québec, avec toute cette réflexion qui souvent, malheureusement, sent extrêmement mauvais sur l'immigration. Sur la peur de l'autre, sur la peur de la différence en général. Même pas, elle n'a pas besoin d'aide de l'immigration. Il faut rappeler aussi que, à l'origine, cette expérience nord-américaine francophone, c'est une expérience de migration, c'est une expérience de métissage culturel, puis on va y revenir plus tard, entre autres, avec les Premières Nations. Puis on dirait qu'en se coupant de ça, on a oublié que nous aussi, on a déjà fait partie de cette migration-là, qu'on est en train d'exclure aujourd'hui de notre vie politique et sociale. C'est cette fameuse question, qui sommes-nous? Quand on lit ce livre-là, moi, ça fait l'effet d'une lumière qui s'allume. C'est comme si tout à coup, tu voyais toutes les racines, puis que c'est pas dans les livres d'histoire institutionnelle, comme vous les nommez, qu'on peut
que c'est rappelé, c'est quand tu suis l'évolution d'une chanson à travers son époque médiévale. Après ça, les traces qu'on peut trouver d'une chanson qui a été chantée en 1700 quelque chose. Puis ensuite, cette même chanson qui se retrouve aux États-Unis, en Ontario, en Acadie. Puis tu peux tracer son arbre généalogique. Puis tu te dis, mais c'est ça notre parcours. On était ces gens-là. Oui. Et c'est bien plus riche ça que de se limiter à on s'est battu contre les Anglais. Puis c'est ça qu'on est. Un autre élément, moi, que j'ai réalisé, Fred, que tout en aimant le trad et tout, je n'avais pas réalisé à quel point c'était associé avec le voyageur ou le coureur des bois. À quel point... En fait, c'est une des phases. Bon, j'étais rendu là, en fait. Qu'est-ce qu'on peut en dire, la culture des voyageurs? On peut dire beaucoup de choses. Je pense que la culture du voyageur dit beaucoup de choses sur ce qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend, en fait? Qu'est-ce qu'on entend? Oui. On l'entend vraiment au sens large, là, dans la mesure où la tradition orale elle-même a défini le terme voyageur de façon très vague et très, très, très large. Elle inclut les premiers, à la limite, les premiers explorateurs, les truchements que Champlain a envoyés pour apprendre des langues autochtones. Elle inclut des marins, à la limite, des gens qui sont partis en voyage eux aussi. Elle inclut aussi, nous, on s'est beaucoup intéressés ensuite aux voyageurs de la traite de fourrure, donc les coureurs des bois, les coureurs des bois. Oui. Après ça, ça s'est transformé. Puis au fil du temps, là, la traite de fourrure est devenue moins importante. Ça s'est transféré. L'importance s'est transférée plus à l'industrie forestière. Donc, les voyageurs, dans les chansons, quand on dit la chanson, le terme voyageur revient souvent dans les chansons. Puis nous, on a voulu parler des voyageurs dans ce sens-là, mais ça inclut aussi les bûcherons, les draveurs, les cageux. Mais vous rappelez aussi que le voyageur, la figure du voyageur est présente aussi dans la littérature américaine, chez Walt Whitman, entre autres, chez Jack Kerouac, chez Henry David Thoreau. Oui, bien, on revient encore aux racines de la culture canadienne, avant que ce soit canadienne-Ottawa. Oui, canadien-anglais, oui. Même ça, on l'oublie. La culture canadienne, c'est la culture francophone. D'abord et avant tout, c'était pour faire la différence entre les Français puis les gens qui étaient francophones, mais nés en Amérique. Oui. On est devenus les Canadiens, puis après ça, Parce que la tradition des Français qui arrivent ici puis qui repartent au bout de 6-7 ans, ça fait longtemps que ça existe. Là. Ça existe encore aujourd'hui, mais à l'époque, et le terme canadien, c'était pour faire un peu la différence aussi. Oui, c'était vraiment pour faire la différence entre ceux qui restent et ceux qui partent. Oui, puis c'était ceux qui sont nés ici, comment qu'on les appelle, parce que forcément, les gens se rendaient compte que ce n'était plus des Français. Mais non. C'était une autre culture qui se développait ici. En contact avec le territoire, en contact avec les Premières Nations, évidemment. La chanson trad nous remet en contact avec ça à travers la figure du voyageur. Oui. Puis là, c'est ce qui nous intéressait, nous, parce que, on aime la chanson trad, mais on aime aussi beaucoup l'histoire. Oui. On aime... Il y a beaucoup de ça dans votre livre. Vous décortiquez les textes pour essayer de comprendre la symbolique des chansons. Et ça, c'est vraiment passionnant dans le livre, cette partie-là. Ça nous amenait vraiment à retourner vers ces figures-là. Puis là, on se rend compte que la figure du voyageur, elle est là dès le départ. Puis quelque part, elle est encore là aujourd'hui, même à travers la modernité. Si on peut penser, par exemple, à la chanson La Manique. Oui. Là, on est dans la modernité québécoise, on est dans Hydro-Québec, mais le gars qui s'ennuie, c'est le même thème que le gars qui s'ennuyait, qui était au chantier, que le coureur des bois qui s'ennuyait parce qu'il n'était pas revenu à Montréal depuis 3 ans. Là. C'est l'ennui du marin, comme Sébastien a dit tantôt. Avec là, on voyait, c'est intéressant de voir un sentiment, par exemple l'ennui, comment il est exprimé au 17e siècle, puis finalement, il s'exprime quasiment de la même façon, rendu à la Manique. Quand vous parliez de la nouvelle identité de ceux qui étaient ici par rapport aux Français nés là-bas, qu'est-ce qui fait qu'on est finalement différent? C'est le contact du territoire, mais vous disiez dans votre livre, vous en parlez, je ne me rappelle pas du chiffre, mais c'est le pourcentage de personnes qui quittaient pour plusieurs mois dans les bois, puis c'est pas 1 sur 150, là, c'était 10% des gars qui partaient, qui rentraient dans le bois. Des fois, j'ai lu 30%. Oui, je me souviens plus du chiffre exact, mais oui, c'est un nombre important des jeunes hommes surtout, un peu quelques femmes aussi, mais surtout des jeunes hommes qui partaient dans les pays d'en haut. À l'époque, les pays d'en haut, c'était plus la région des Grands Lacs et plus loin. Mais oui, ça a une influence culturelle importante parce que c'était un peu un rite de passage. Ça avait un rôle initiatique important. Puis plus tard, ça a continué à avoir ce rôle initiatique-là. Puis je pense que c'est un autre élément qui nous a fascinés dans la figure du voyageur. Puis on s'est questionné nous-mêmes sur notre expérience personnelle. À quel moment on a fait des voyages, on a eu des rencontres, on a eu des expériences personnelles qui ont fait en sorte qu'on est devenu ce qu'on est devenu aujourd'hui. Puis à travers le voyage, c'est quelque chose d'universel. C'est un thème, le thème du voyage, puis est tellement important dans la définition des personnes. Puis ce rôle-là, qui ont fait des voyages tellement marquants, on s'imagine au
au 17e, Oui. 18e siècle, C'était aller quoi, faire un voyage les- au pays d'en haut. C'est Les absolument Grands Lacs, incroyable, c'est inoubliable. Oui. Puis ça peut pas, ça n'a pas le choix d'avoir une influence tellement importante au niveau culturel. T'avais intérêt à avoir des bonnes tounes. Oui. Oui, là, mais d'ailleurs, vous le Et dites. longue tune, ouais. Oui, et les chansons servaient souvent aussi de marqueurs de lieu. On disait, on s'en va à telle place et c'est à peu près à 50 chansons ou Ouais, marqueur de temps, en fait. marqueur de temps, Ouais. oui. Bon, évidemment, c'est une culture orale, la culture de la chanson traditionnelle, et forcément, à un moment donné, il y a des gens qui ont voulu la colliger, la collecter. Il faut parler de Marius Barbeau, ethnologue formé à l'Université d'Oxford, qui, lui, a entrepris au début du 20e siècle une collecte folklorique. Comment on peut expliquer l'importance de Marius Barbeau? Ben, d'abord par le nombre, là, c'est 13 000 chansons, je pense. 13 000 chants? 13 000 Qui a chants qu'il a enregistré. collectés. Puis son histoire est particulière et est assez représentative de, je pense, de qui nous sommes. Ouais. Il s'intéressait d'abord aux chants autochtones de l'Ouest Ouais. canadien, au Haïda, puis à ces cultures-là. Puis c'est un anthropologue américain qui lui a dit, France Boas, Ouais. qui lui a suggéré, tu devrais faire le même travail chez toi avec les Canadiens français, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Et là, moi, évidemment, ça recoupe un peu aussi mes expériences de vie, mais je trouvais ça intéressant que Barbeau était d'abord passé par les cultures autochtones avant de revenir à la culture canadienne-française. Ouais. Mais Barbeau, au début du 20e siècle, c'est un incontournable. Ouais. Parce qu'il a réussi à préserver des chants autochtones, mais aussi des chants, évidemment, canadiens-français. Et aussi celui de Luc Lacourcière, 1944, qui va créer les archives de folklore et d'ethnologie de l'Université Laval. On trouve encore des vinyles. Moi, j'ai trouvé un vinyle issu de ce fonds d'archives de Village La Beauce, entre autres. Et lui va aussi, je crois, un peu classifier les types de chansons qu'on retrouve dans le répertoire trad québécois. Avec les travaux qui ont été faits à l'Université Laval, là, dans la foulée de ce que Marius Barbeau avait fait, Ouais. là, c'est un moment important. On est en 1920, Marius Barbeau commence à faire la collecte. Déjà, on commence à avoir la technologie pour faire la collecte. Oui. Donc, déjà c'est les premiers Ouais. enregistrements. Ce qu'Alan un peu, là. Lomax a fait aussi aux États-Unis, a fait la même chose. Ouais, donc on commence à pouvoir enregistrer. On commence à avoir une certaine conscience aussi de la valeur. Puis, tu sais, Ouais. il y a des disciplines comme lui, il a été formé comme ethnologue, donc commence à avoir une conscience de ça. Donc, Marius Barbeau va avoir un rôle vraiment important. Puis, dans la foulée de ça, puis à travers plusieurs de ses rencontres, tout ça, ben, il va se former vraiment toute une génération de folkloristes, notamment à l'Université Laval, dont Luc Lacourcière. Ouais. Puis, eux, ils vont commencer à organiser, à continuer la collecte parce que c'est fini. Donc, les grandes catégories à cette époque-là, je peux peut-être les lancer rapidement, puis vos chansons en laisse. Oui, Chansons en laisse, c'est le grand classique des chansons de voyageurs là, qui servaient à rythmer l'aviron. Ouais. Les chansons en laisse, c'est des chansons qui nous viennent... disons, il y a certaines des chansons qui sont plus récentes, mais la plupart des chansons nous viennent de la fin du Moyen-Âge, on dirait. Puis, c'est des chansons où est-ce que les couplets, chaque vers principal de la chanson se termine de la même façon, donc sont rime ou à tout le moins assonancés. Puis, ces chansons-là, leur avantage, puis une raison pourquoi ils ont été aussi populaires avec le temps, puis pourquoi ils ont servi à rythmer l'aviron, puis avant ça, à rythmer tout type de travaux manuels, c'est que c'est des chansons qu'on peut insérer des refrains, donc le refrain peut varier facilement d'un à l'autre, ça allonge la chanson. Comme chaque vers se termine de la même façon, on peut dire le premier vers, petit refrain, on dit le deuxième vers, fin du petit refrain, puis là on recommence au deuxième couplet si on veut, on commence avec le deuxième vers, donc on répète le deuxième vers, petit refrain, le troisième vers, ça, puis là l'histoire défile avec une ambiance qui est portée par le refrain, puis on se retrouve avec une chanson qui rythme le travail pendant un bon moment. Parce que ça servait à ça. Oui, ça c'est servait ça. à rythmer le travail. Il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ça. Puis ça rythmait l'aviron. Puis l'autre avantage de ça, c'est que c'est une chanson où est-ce que, dans la forme que ça a pris, on peut y répondre également. Donc, ça incitait au partage, à la participation, au partage, aux communautés. Donc, si on travaille en groupe ou si on rame en groupe, ben là, ces chansons-là avaient la faveur là, populaire. Deuxième catégorie, les chansons strophiques. Oui. Ben ça, c'est des chansons qui regroupent quand même plusieurs types de chansons. Là. Donc, il y a souvent des rimes aussi, mais c'est peut-être moins organisé au niveau du type de rime. Puis il va y avoir plusieurs
plusieurs finales différentes. Mais ça regroupe vraiment plusieurs chansons. C'est un peu une catégorie fourre-tout. Ouais. Troisième catégorie, les chansons en forme de dialogue. Oui, le dialogue, les dialogues, ça se retrouve, c'est vraiment, ça aussi, ça ne vient quand même d'assez loin de la fin du Moyen-Âge, puis ensuite, ça continue, mais c'est une particularité de la chanson traditionnelle française. On retrouve souvent des dialogues. C'est étonnamment une façon efficace de faire progresser l'histoire, là. Oui. Donc, parfois, il faut suivre un peu parce qu'il y a plusieurs personnages, là, mais par exemple, L'Ivrogne et le Pénitent ou Carême et Mardi Gras. Et donc, ce sont des chansons vraiment, puis souvent, ils peuvent être chantés à deux personnes, là, avec deux personnages, par exemple. Oui. Puis là, on a vraiment un dialogue entre les personnes. C'est souvent très, très riche. Oui, oui. Ouais. L'autre catégorie, les chansons... Bon, je pense que ça va sonner des cloches. Les chansons énumératives. Oui. Ça, il y en a beaucoup. Souvent... Les jours de la semaine, les mois. Les jours de la semaine, les sacrements. Je sais que les Charmés de l'Enfer en ont une là, sur les grands sacrements de la religion catholique. Cinquième catégorie, les chansons brèves. Oui, les chansons brèves, c'est souvent des comptines enfantines là, qu'on a tous connues. Savez-vous à quoi j'ai pensé quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça? Plume. Ben oui. Oui, c'est vrai. Plume, des petits segments, c'est vrai. Pas de musique, où c'est ridicule. C'est vrai. Je me dis, qui d'autre fait ça, honnêtement? Bon, la dernière grande classification qui nous vient de Luc Lacourcière, je pense que c'est lui qui l'a développé dans les années 40. Ça avait commencé à être développé à ce moment-là, mais le catalogue en tant que tel, c'est Conrad Laforte, qui est comme un de ses successeurs à l'Université Laval. Ouais. Donc, la dernière catégorie, chansons sur les timbres. Oui, chansons sur les timbres, ça se trouve être des mélodies déjà existantes, souvent des mélodies traditionnelles. Et les gens vont composer des chansons, parfois politiques, satiriques, je pense que ça vous sur plairait. Sur l'actualité du moment, c'est vrai, c'est ça, tout à fait. Puis, ça, sinon, j'en aurais fait une couple. Oui, c'est ça. Puis, Bernard-André, c'est un sacrement. C'est ça, en fait. Donc, selon l'inspiration et l'actualité du moment. Puis sinon, c'est aussi des chansons qui étaient composées sur des mélodies existantes pour rappeler des événements. Faut pas oublier que la chanson trad, elle est difficile à retracer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de versions qui circulaient en même temps dans différentes régions. Vous rappelez aussi que il y a beaucoup de chansons qui ont été amenées par les colons et souvent ces chansons-là venaient même pas de la région de provenance de ces colons-là qui eux-mêmes les avaient récoltées de plein de gens. Fait que c'est pas figé du tout, là. Encore aujourd'hui. Un des éléments, moi, qui me fascine, c'est que c'est vivant. La tradition orale, c'est une tradition vivante. Ouais. Quand on essaie de la fixer, c'est là qu'elle meurt. Quand on la laisse en mouvement, quand on la laisse bouger avec les époques, entre les générations, elle réussit toujours à trouver son chemin. Ouais. Hein? Même dans le 20e siècle, on parlait de la Révolution tranquille, on parlait de la modernité, mais elle a été plus discrète, mais elle a trouvé une façon de survivre jusqu'au 21e siècle. Puis là, avec tous les groupes aujourd'hui qui la font vivre et qui la font voyager. Donc, c'est des chansons, puis c'est la même chose avec les contes et les légendes. C'est des chansons qui nous arrivent, dont on ne sait pas trop où, puis dont on ne sait pas trop quand, mais qui ont une force, parce qu'elles disent quelque chose probablement de profondément humain. Elles finissent par passer à travers les années, les siècles, les générations, les guerres, les famines. On peut imaginer tout ce qui fait la vie de l'humanité. Puis les chansons demeurent. Ouais. Ça veut dire qu'elles nous disent quelque chose de profondément important. On va aller écouter un extrait, justement. Un premier extrait. Vous le dites, c'est dans la partie sur les chansons d'aviron, donc chansons de travail. Les 3 premières chansons, je ne dirais pas au palmarès, là, mais qu'on peut peut-être retracer, c'est à Clairefontaine. Ça a été dans les premières de la colonie La Rose Blanche et celle-ci, 3 beaux canards. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend, derrière chez nous y a un étang, derrière chez nous y a un étang, 3 beaux canards s'en vont baignant, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Évidemment, il n'y a pas d'enregistrement. Ça, c'est Jacques Labrec. Ouais. Probablement enregistré dans les début des années 60. Je l'ai pris sur YouTube. Moi, j'ai un vinyle de Jacques Labrec avec cette chanson-là, mais c'est pas extrait de mon vinyle à moi. Ça s'est tiré de l'album Folk Songs of France and French Canada, sung by Jacques Labrec. Bon, là, on sent un peu le lyrisme des années 50, mais ça reste que c'est probablement comme ça qu'on la chantait, en tout cas, au moins l'air et les paroles, il y a très longtemps. En fait, on sait pas. On sait pas, mais... C'est la beauté de la chose. On sait pas, puis la réponse est oui et non, parce qu'elle était chantée de différentes façons.
façon, mais c'est sûr qu'à chaque époque, il y a eu une esthétique qui a changé. Quand on va écouter dans les archives la façon que c'était chanté, les chansons étaient chantées le plus souvent a cappella, contrairement à aujourd'hui, on connaît avec les groupes où est-ce que c'est accompagné d'instruments, mais ça, c'est assez récent, je pense, où est-ce que les groupes vont chanter des chansons, mais ils vont accompagner de différents instruments. Avant, je pense qu'il y avait plus la musique, d'une part. Instrumentale pour danser. Avec un calleux, probablement. Oui, c'est ça, éventuellement. Oui, c'est ça. Mais ça vient aussi quand même avec l'influence écossaise, irlandaise, puis même la musique, elle a beaucoup évolué par rapport à ça. Mais les chansons, elles étaient transmises le plus souvent dans des veillées a cappella. Et chanter avec quand même, en tout cas, à l'époque où est-ce que ça a été enregistré, il y avait beaucoup d'ornements dans leur voix. Donc, ils ajoutaient des petites notes ici et là pour donner une teinte parce qu'on est a cappella. Et là, on n'a pas de formation musicale, donc c'est instinctif aussi. C'est très instinctif. puis la tradition orale puis la chanson traditionnelle, c'est un espace de liberté extraordinaire pour le peuple. On en parlait tantôt. Puis il ne faut pas penser que ces gens-là n'étaient pas des artistes. C'était des artistes qui... et c'est comme ça que la tradition orale a fonctionné. C'était des gens qui entendaient des chansons à différents endroits et qui se l'appropriaient et qui la faisaient évoluer, parfois par oubli de certains vers, puis ils les remplaçaient par un autre, et parfois volontairement parce qu'ils préféraient une façon de faire. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé avec des multitudes de versions d'une même chanson type qu'on appelle, donc une chanson qu'on est capable de retracer par sa forme ou par certains vers ou souvent un bon ensemble de vers, mais on se retrouve avec des versions multiples et la force de la tradition orale est là. Il y a une extraordinaire liberté à donner la forme qu'on veut et c'est là-dedans que nous, on a trouvé toute une richesse de pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les chansons, quelles chansons qui sont rendues jusqu'à nous, de quelle façon aussi, comment elles ont évolué à travers les différentes rencontres. C'est un petit miracle quand on y pense que ces chansons-là survivent aujourd'hui, alors que les gens les entendaient dans une foire ou une fête de village, devaient s'en rappeler. Mm-hmm. Ils devaient les chanter quelque part à la maison pour les garder vivants. Donc, il y avait toujours un glissement face à l'original. Après ça, on les chantait au travail, peut-être dans le chantier. Là, d'autres personnes les prenaient. C'est quand même fou, là. Mais il y a une seule raison. Il n'y a rien d'écrit, là. C'est que ça répondait à un besoin. Voilà. Oui. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est exactement ça. On se rend compte de à quel point la culture est essentielle. Oui. C'est la culture dans son état le plus pur. Et on se rend compte pourquoi ça a survécu. Parce que les gens ne pouvaient pas vivre sans une certaine culture. Et comme ils n'avaient pas accès à une culture qu'ils pouvaient consommer, ils faisaient la culture eux-mêmes. Puis encore aujourd'hui, la façon dont on voit les groupes faire de la musique, puis dans la communauté trad, le principe de transmission, de partage, tout ça, est fortement inspiré de cette culture-là. On ne fait pas de la culture pour que les gens, pour donner la culture aux gens. On fait la culture pour faire partie de cette culture-là. Puis il y a un partage qui est fait. Bon, il y a une partie du livre qui est passionnante. Les chansons et les premiers peuples. Faut en parler parce que c'est dur à mesurer, mais forcément, dès le début, il y a eu métissage, il y a eu rencontre, il y a eu... à ce niveau-là, parce qu'on sait très bien, c'est drôle parce que je suis en train de lire le livre de Catherine Larochelle sur l'école du racisme, sur les livres à l'école qui étaient utilisés et qui ont institutionnalisé le racisme systémique, entre autres, envers les Indiens. À l'époque, on s'appelait les Indiens, les Noirs, et bon. Mais forcément, sur le terrain, il y avait métissage, il y avait rencontre. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Au 18e siècle, c'est Gilles Lavard qui rapportait dans son ouvrage sur les coureurs des bois francophones une des chansons les plus populaires dans le Haut-Missouri, chez la confrérie des coureurs des bois, c'est Trois beaux canards. Puis il existe une version où là, on parle d'un canot d'écorce qui vole au vent. Mais ce symbole-là du canot d'écorce, c'est probablement le symbole parfait du métissage ou, en tout cas, des emprunts culturels qui ont eu lieu entre les... le canot d'écorce qui vole, ça vient des premiers peuples? Ben, le canot d'écorce vient des premiers peuples, assurément. Oui. Le qui vole, ben, c'est peut-être mélangé avec la chasse-galerie, évidemment. Oui. Mais on voit là le métissage entre l'imaginaire européen puis quelque chose de concret tiré des cultures matérielles des premiers peuples, qui est le canot d'écorce, sans lequel il n'y a pas de voyage en Amérique, sans lequel on ne remonte pas les rivières, il n'y a pas la traite des fourrures. Fait que le canot d'écorce, on le voit apparaître dans les chansons. Des fois, il y a une version, par exemple, française d'une chanson. Là, on va parler d'une charrette.
Et là, soudainement, dans l'évolution de la chanson, la charrette se transforme en canot d'écorce Ouais. et le chemin devient une rivière. Mais ça, c'est évidemment l'influence des cultures des premiers peuples. 1976, on en a parlé tantôt, ça, c'est comme, il y a comme un regain d'intérêt pour la musique trad. Il y a une chanson de Gilles Vigneault, La quête du pays. Évidemment, il y a eu des rencontres au 16, 17, 18e siècle. À un moment donné, il a arrêté d'en avoir aussi. Il y a eu les réserves, il y a eu le racisme, il y a eu... Bon. En fait, vous relatez une émission animée par Franco Nuovo avec Gilles Vigneault, Serge Bouchard et Florent Volant. Puis c'était dans le temps des fêtes. Là. Fait que je pense que c'est 2018. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, donc là, il parle, évidemment, c'est trois amoureux de la Côte-Nord. Là. Puis on a la forêt avec Volant, on a la mer avec Gilles Vigneault, Ouais. puis vous avez Serge Bouchard là, qui survole Oui. tout ça de sa, De sa sagesse. de sa sagesse. Fait que c'est une heure incroyable de radio Ouais. avec trois grands de la culture québécoise. Puis là, ils se mettent à parler de la quête du pays, de cette chanson-là de Vigneault. On va aller écouter un extrait de cette chanson-là, puis après ça, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi elle est importante. Gilles, vous avez chanté en Innu dans La quête du pays. Oui, oui. Si vous voulez bien, c'est à la fin. C'est à la fin de la chanson. Oui, oui. Vous parlez en Innu. On va écouter, si vous voulez bien, pour les auditeurs. Un Indien qui passe par là, je l'appelle bien non ici. Un Indien qui passe par là, je l'appelle bien voir ici. Peux-tu me dire comment faire pour trouver mon pays? Il se revire, il me regarde, il pense et puis il rit. Il s'approche et il s'assit, et dans son langage il me dit, il dit, Ute, ich bin takwahinin, nantam chinagatwap mitten, apuchi sandeman, chekwan nyantu apartment, ahti nyantu apartmeni, chin chikinawendinache, chinen kachimutamuin, tan chete tapa, tana kubenene. Ce qui en notre langage signifie « J'ai eu beau t'observer depuis ton arrivée, je n'arrive pas à comprendre ce que tu cherches ici. Si c'est le pays, tu devrais l'avoir, tu me l'as volé. Je me demande souvent ce que tu as fait avec. » Et moi, c'est ce qui m'a fasciné, c'est comme si Vigneault nous avait déjà montré le chemin. Ouais. Mais 50 ans avant, 40 ans avant, puis tu réécoutes ça, puis tu te dis, ben il nous a déjà tout dit. Là. Laurent Volant raconte qu'il lui a entendu cette chanson-là à la radio, puis il a entendu Vigneault chanter en Innu. Oui. Florent, comment vous la recevez, vous, cette Ben, chanson? c'est drôle que Gilles dise aujourd'hui qu'il s'adressait aux Inuits, OK? Parce qu'on l'a reçu. Moi, en tout cas. Moi, à Maluthénam, c'est en 76, OK? Puis, ça s'est rendu chez nous, OK? Parce que très rarement, hein, on pouvait entendre chanter en Innu ou des paroles en Innu sur un disque. Et ça s'est rendu parce que moi, j'avais 16 ans à l'époque. Puis, j'étais avec un groupe de jeunes qui, justement, parlaient de quête du territoire, parlaient de revendications à l'époque. Ah oui. Puis, d'avoir ce genre de message-là, ça a fait comme, wow, il y en a qui comprennent. Il y en a qui comprennent, il y en a qui nous devancent là-dedans. Cette chanson-là, elle est symbolique à plusieurs égards. Des rendez-vous manqués. Des rendez-vous manqués. Puis 1976, c'est l'année de la parution du livre de Anantan Capet, Oui. Je suis une maudite sauvagesse, qui va passer dans le beurre aussi, mais qui aujourd'hui est devenu comme un classique. C'est l'arrivée du PQ au pouvoir. Oui, je pense que c'est... Plusieurs mains tendues, et Dali Giroux en parle dans L'œil du maître, plusieurs mains tendues des peuples autochtones et le PQ, visiblement, fin de non-recevoir à chaque fois. Donc ça, c'est un gros rendez-vous manqué. Donc là, il y a une grosse coupure. Heureusement, ça revient aujourd'hui. On le sent entre des collaborations, entre autres. Puis on va aller écouter un autre extrait. Là, c'est Shawit
avec Yves Lambert de La Bottine Souriante, chanson qui date de pas très longtemps, là, Non, mais mois de décembre. qui s'appelle Kauatapanash Kuche. Nicolas Boulris m'a déjà confié, puis vous le mettez dans le livre, ça c'est intéressant aussi. Lui aimerait faire une recherche approfondie sur les influences rythmiques. Oui. Entre autres, des premiers peuples. Selon lui, on doit beaucoup, la podorythmie, entre autres. Mais la percussion. Mais les rythmes utilisés, selon Nicolas Boulris, beaucoup viennent des rythmiques que les colons entendaient chez les Premières Nations. Ouais. Là, on est dans le mystère de la tradition orale aussi. Là, c'est difficile parce qu'il y a quelque chose de profondément politique aussi. Et la tradition orale, quand elle a été mise à l'écrit la fin du 19e siècle, souvent, c'était l'élite lettrée au Québec, c'est une élite lettrée religieuse. Oui, c'est vrai. Donc, c'est Pas très ouverte. Pas très ouverte à faire à revendiquer les affiliations oui, effectivement. Donc, autochtones, c'était plus de cacher, même, de taire, de mépriser, d'ignorer. Les cacher même sous leur soutane, parfois. Forcément, je pense qu'il y a des choses qui se sont perdues. Ceci dit, il y a quand même des chansons traditionnelles, qu'il faut le dire, qui renvoient à la peur de l'autre, qui renvoient à une forme de racisme. Totalement. Donc, si elles existent, c'est parce qu'elles étaient aussi populaires auprès des populations. Là. Et d'ailleurs, Jean-François, oui, on va aller en entendre une. C'était un vieux sauvage, tout noir, tout barbouillard, Wichka, avec sa vieille couverte et son sac à tabac, Wichka. Ah, atena, wichtena, Wichka. Avec sa vieille couverte et son sac à tabac, Wichka. Ton camarade est mort et enterra, Wichka. Ah, atela, wichtela, wichka. Ça, vous en parlez dans le livre, c'est la chanson Tenawish, Tenaga, Wishka. La version qu'on vient d'entendre, c'est Alan Mills. Alan Mills, qui est un folkloriste, qui a fait beaucoup d'enregistrements avec Hélène Baillargeon, entre autres, de chansons traditionnelles. Moi, j'ai 2 vinyles, 2 entre autres. Il y a quelque chose d'intéressant quand même dans cette chanson-là. On ne l'a pas entendu, mais dans un couplet qui suit, là, où on fait référence à couche de sapinage. Oui. Donc, une technique. C'est là qu'on voit, des fois, il y a des traces comme ça là, d'emprunt, surtout matériel. Oui. Parce que le mode de vie, finalement, pour survivre ici, c'était utilitaire. Ah, ben oui. Fait que, bref, les chansons nous pointent des traces comme ça. S'il n'y avait pas eu les premiers peuples, la colonisation aurait duré 15 minutes. Oui, effectivement. Puis ça c'était fini, là. Personne n'aurait survécu. Non, personne n'aurait survécu. C'est ça. Voilà. On leur doit beaucoup. Bon, on va y arriver aux chansons de Bûcheron. Parce que là, il y a une coupure quand même. Le répertoire, j'imagine, ressemble aux chansons de voyageurs. Mais là, le Bûcheron, on avance dans le temps aussi, dans la colonisation. Le nomadisme est presque terminé. On s'installe. On devient travailleur forestier. Et notre rapport aux Autochtones change aussi. Parce que oui, certainement, il y a une continuité dans l'imaginaire, on pourrait dire. Là, puis il y a une continuité un peu dans le type le fait que les hommes partent pour plusieurs mois, où il y a quand même une certaine continuité. Oui. Puis dans la tradition orale, facilement, on passe de la figure du coureur des bois à la figure du bûcheron. Sans problème. Souvent, puis ça a perduré jusqu'au 20e siècle parce que la terre nourrissait pas la famille à l'année. Oui, et de ce point de vue-là, c'est quand même un changement parce que, par exemple, pour la traite de fourrure, on part plutôt l'été. Donc, c'est vraiment des gens qui se dédient à ça plus soit à l'année ou soit sur une bonne partie de l'année. Alors que là, à partir de ce moment-là, les gens sont à la fois habitants ou agriculteurs et voyageurs bûcherons. Oui. Ça a pour effet, je pense, de rapprocher encore le voyageur de la culture centrale ici. Oui. Donc, ça vient changer un peu les choses, mais dans la tradition orale, on ne voit pas cette différence-là. Donc, parce qu'il y a vraiment une continuité. Les hommes partent pour longtemps. Il y a l'ennui. Il y a des nouvelles chansons qui vont apparaître. Mais on va toujours parler de voyageurs. Puis dans la façon d'être, dans le mode de vie, tout ça, il n'y a pas des changements si importants. Par contre, dans la relation avec les Autochtones, mais là, il y a une coupure importante, évidemment, parce que pour la traite de fourrure, l'Autochtone est absolument essentiel. Les hommes qui partent plus longtemps vont même souvent marier des femmes autochtones. Ils vont vraiment vivre avec eux. Oui, c'est vrai. Oui, ils vont vraiment vivre comme eux, avec eux. Oui, ils vont devenir, en fait, des membres des communautés. Et étant bûcheron, forcément, là, on est en confrontation. On est en confrontation. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on le mentionne, l'Autochtone devient
soit un ennemi, soit un allié. Oui. Et tout à coup, il devient rien du tout. Oui. Un obstacle un peu, Oui. mais surtout quelqu'un Oui. avec qui on n'a pas de point de rencontre. Oui. En lisant votre livre, j'ai eu l'impression quand même que cette période-là de la culture traditionnelle, de la chanson traditionnelle, le blues franco-américain ou blues québécois apparaît un peu plus. Ouais. L'ennui est peut-être plus présent que les chansons qu'on trouvait avant. D'ailleurs, on va aller écouter un extrait d'une complainte que Gaston Miron, paraît-il, adorait fredonner. Et je suis pas sûr. Moi, je l'ai pris encore d'extrait d'un documentaire. Vous me direz, si vous l'avez entendu, si c'est Gaston Miron qu'on entend. Oh, que le papier coûte cher dans le Bas-Canada, surtout aux Trois-Rivières, que ma blonde a m'écrit pas. Oh, que c'est ennuyant d'être si éloigné, à vivre dans la tristesse, 6 mois. Alors, c'est la complainte du Saint-Maurice? Oui. Voilà. Oui, la complainte. Donc, c'est Gaston Miron qu'on entend. Oui, c'est Gaston Miron. Puis c'est intéressant aussi de voir, parce que tantôt, on parlait de la Révolution tranquille. Là, on est pendant la Révolution tranquille, on est chez quelqu'un qui est une figure importante de ce mouvement-là, en tout cas, sur le plan littéraire. Sur le plan du moins. poétique, oui. Puis qui commence chaque lecture publique par un air d'harmonica puis une vieille chanson traditionnelle. Puis quelqu'un comme Miron, je pense qu'il avait compris l'importance de la foi, que la chanson traditionnelle pouvait être une façon de se présenter au monde. Oui. Au monde à l'international, je parle. Oui. Tu sais, que c'était profondément ça, la culture québécoise, puis qu'elle allait s'actualiser, elle allait se moderniser, elle allait changer, mais qu'il y avait quelque chose à partager avec le monde. Moi, je suis toujours ému quand j'entends Gaston Miron sur des enregistrements commencer ses lectures publiques par des chants comme ça. Puis, j'ai découvert, en écrivant le livre, qu'il y avait d'autres poètes qui ont longtemps fait ça. Par exemple, quelqu'un qu'on a bien connu à Sherbrooke, le Yves Boisvert, le poète. Je savais pas que moi, mais Yves, il avait fait du collectage dans les années 70. Puis, il chantait La butte à Saint-Mathieu souvent avant ses lectures publiques. Fait que, Yves Boisvert, qu'on associe souvent à une esthétique plus trash. Oui. En fait, le poète, pas le poète maudit. Un peu. Des thèmes urbains. Un très beau film, d'ailleurs, qui a été fait sur lui. Oui, super beau film pour tous ceux qui ne me le liront pas. Là. Voilà. Fait que, oui, c'est un super film de Yann Giroux. Mais j'aurais pas pensé, moi, que découvrir la chanson traditionnelle chez Boisvert. Oui. Mais là, avec le recul, je veux dire, elle est là partout. Oui. Elle est là dans la langue. La langue de Boisvert, c'est la langue de la tradition orale. Oui. Puis, c'est ça. En écrivant le livre, je me suis rendu compte que probablement qu'il y a une grande partie de l'œuvre de Boisvert qui vient de ses années de collectage. Ouais. Puis, je connais sa veuve, là, puis Diane, qui me l'a confirmé, que oui, effectivement. Fait que c'est comme quelque chose qu'on n'a pas... j'ai pas l'impression que ça a été très, très couvert dans le milieu littéraire. C'est vrai. Puis vous vous rappelez aussi, je voulais y revenir plus tard, le rapport entre la chanson trad et la culture littéraire, mais Alfred Desrochers. Oui. Qui vient aussi de votre qui vient de Saint-Élie-d'Offord. Oui. Le père de Clémence. Le père de Clémence. Grand poète. À l'ombre de l'Offord, c'est un hommage sur les chansons de travail. En fait, on peut dire ça? Oui. Puis si on avait suivi un peu cette voie-là de Desrochers, Miron... Vigneault, quelque part, nous l'a pointé aussi. Là. Je pense qu'on aurait réussi à mieux concilier notre rapport à la modernité puis la tradition tradition orale, parce qu'ils nous l'ont montré un peu comment faire. En fait, quand on relit À l'ombre de l'Offord, on voit une approche de la poésie qui est moderne pour cette époque-là, là, qui était moderne pour l'époque, mais qui est profondément ancrée dans la culture canadienne-française, la langue canadienne-française. Puis, c'est ça. Ils nous ont montré, en tout cas, comment vivre, comment concilier. Ouais. On peut parler de Gérald Godin aussi. Godin le fait aussi. Avec les cantouks. Et j'ai appris dans votre livre que les cantouks, c'est une contraction d'un outil qui s'appelle le cant hook, que les draveurs utilisaient pour piquer les bûches et les ramener. Ouais. C'est fou, ça? Oui, puis là, tu vois vraiment le rapport à la culture traditionnelle. Ouais. Chez quelqu'un qui va être associé à la Révolution tranquille, qui va être associé, même qui va y contribuer sur le plan politique. Donc, moi, quand que je revois cette période-là, je trouve que c'est peut-être je ne sais pas trop comment le nommer, mais l'angle mort, peut-être. Quelque chose qui était là,
qu'on a perdu, qu'on a laissé aller, mais pourtant, quand on le regarde avec le recul aujourd'hui, c'était présent. Ouais. C'était là, ils nous ont montré comment vivre tout ça, sans rien, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, là, pour le dire comme ça. Non, je comprends. Est-ce que ça se peut que... Puis là, j'y arrivais dans le fond à cette partie-là de votre livre, qui est de la tradition orale à la littérature écrite, à la chanson d'aujourd'hui. Vous rappelez aussi que à la fin du 19e siècle, autour de 1860, 63, 65, il y a eu une tentative de colliger par écrit ces chansons-là. L'abbé Casgrain, entre autres, l'a fait. Vous nommez aussi... En fait, c'est les légendes canadiennes de l'abbé Casgrain, 1861. La revue Les Soirées canadiennes de Joseph-Charles Taché. Chanson populaire du Canada d'Ernest Gagnon. On a tenté un peu d'enfermer, sans peut-être le vouloir, la chanson traditionnelle qui est une chanson orale qui ne s'écrit pas, qui se vit. Oui, c'est toujours le paradoxe, là, c'est-à-dire que l'écrit permet de préserver ces chansons-là. En même temps, veut pas, tue un peu la magie. Oui, tu figes. C'est une version écrite qu'on peut se passer, elle arrête de changer. Exactement. Puis il y a eu l'abbé Gadebois plus tard aussi qui a fait la même chose avec les cahiers de la bonne chanson, où lui aussi expurgeait, enlevait le côté immoral de certaines chansons pour le faire concorder avec l'esprit clérical du temps, parce que Nicolas Boulris, encore lui, me rappelait que la chanson Feu, feu, joli feu, il paraît qu'à l'origine, c'est une chanson qu'on chantait quand on brûlait des gens. Mais que, je ne sais pas si c'est l'abbé Gadebois, mais dans cette période-là, soit l'abbé Casgrain ou Gadebois a enlevé tous les couplets qui faisaient allusion aux gens qu'on brûlait pour devenir une chanson de scout. Quand on fait un feu de camp, on fait griller des guimauves. Ouais, c'est le côté ambigu du passage à l'écrit. Oui, mais on n'a pas le choix à un moment donné aussi. Non. Oui. Oh, non, Parce que je pense que ça a permis quand même de préserver un certain répertoire. Effectivement. Bon, on va lancer des extraits parce que tantôt on a parlé de la veillée des veillées. Rappelons l'importance de cette manifestation-là. Donc, ça se passe en 1975. Il y a eu un documentaire de l'ONF qui a été réalisé. Il y a un album vinyle qui existe aussi. C'est un rassemblement. Là, on est encore dans les années 70, on en a parlé tantôt. Et il arrive en 75, la veillée des veillées. Le contexte? Mais le contexte, finalement, c'est un festival qui s'organise à Montréal, tout ça. Oui. Puis là, on invite différents groupes. Puis parmi ces groupes-là, il y a des groupes comme le Rêve du Diable, qui va avoir un rayonnement important par la suite. Mais il y a d'autres groupes aussi qui viennent amener une certaine diversité. Par exemple, je pense à Bard. Je ne sais pas si vous connaissez Bard. Oui. J'ai 2 vinyles de Bard. Oui, c'est ça. Bard, un vieux du début et un vinyle des années 80 où là, ils ont inclus des synthétiseurs et ils embarquent dans la mode New Wave. J'ai pogné ça il n'y a pas si longtemps. Presque neuf, je vous le montrerai tantôt. Mais oui, Bard. Mais c'est de la musique de très grande qualité avec un métissage, un mix d'influences vraiment important avec des Écossais, Irlandais, Américains et Canadiens, Français, Québécois. Oui, c'est vrai, les membres du groupe viennent un peu partout. Zachary Richard, on va l'entendre, Zachary Richard. Non, donc, on retrouve cette idée-là de francophonie nord-américaine. Oui. Avec la veillée des veillées. Oui, et au-delà. Puis on se retrouve finalement à mettre de l'avant des valeurs qui sont encore parmi la communauté trad, puis qu'on veut, je pense, remettre de l'avant aussi dans notre livre. On parle de ça. On parlait à ce moment-là de la musique traditionnelle, de la chanson traditionnelle comme un point de rencontre entre les cultures. Oui. Puis il y avait cet esprit-là comme Jean-François l'a dit tantôt, de nous présenter au monde, de nous présenter à l'international via ça, de faire partie, d'intégrer les musiques du monde finalement. Oui. Et aussi dans les valeurs qui étaient véhiculées dans le mouvement à cette époque-là, qui sont encore très présentes dans la communauté trad, c'était aussi de s'inscrire dans une certaine contre une certaine commercialisation de la culture. Et aussi probablement de fraterniser avec certaines minorités. Oui. Donc il y avait un élément de résistance aussi dans ça qui se retrouve encore aujourd'hui, qui est encore pertinent pour nous aujourd'hui, qui se retrouve encore dans la communauté trans. On va écouter un extrait de La veillée des veillées avec justement un jeune Zachary Richard. Écoutez la puissance de cette chanson-là. Difficile de ne pas avoir un frisson en entendant ça.
On va mettre évidemment les extraits dans l'infolette qui sera maintenant tous les lundis, mais je vais vous mettre l'extrait, en fait le lien pour aller écouter le documentaire qui a été fait à l'époque. C'est l'ONF qui avait... ça vaut vraiment la peine. Moi, je l'ai en vinyle aussi. Je l'ai trouvé... ça traînait sur la rue, dans une boîte, le jour des vidanges. Pas de joke. Il y avait un vinyle de Gino Vanelli. Il y avait un vinyle de Roberta Flack, qui est du disco. Et il y avait La Veillée des Veillées dans une pochette en plastique préservée, mais au vidange. Je trouve que ça parle. C'est que là, on parle beaucoup de chansons trad, mais on parle pas de danse. Et il y a la veillée de l'avant-veille que moi j'ai vécu, qui sont en fait des soirées vraiment de danse, de collage. Il y en a de plus en plus de ces soirées-là. Puis moi, j'invite les gens à y aller, même si vous n'êtes pas fan de trad, allez vivre une soirée de danse et de collage. Parce qu'on peut s'attarder à la musique, puis la trouver bonne, puis se laisser porter, mais se ramasser dans une veillée... Oui. Ou, puis là, comme je disais, ça faisait pas partie de ma culture personnelle du tout. Oui, là, oui. Puis je me suis ramassé dans un mariage d'un Allemand, un auditeur d'ailleurs, qui avait décidé, lui, de ramasser une partie de sa famille allemande et les amener à Québec et de proposer à sa famille tant francophone qu'allemande une soirée de collage. C'est bien le fun. Évidemment que je trouvais ça innocent. Oui. Je trouvais ça épais. Je trouvais ça quétaine. Oui. À un moment donné, botte-le derrière, va danser. Le gars, il dit quoi faire. Fait que c'est moins stressant. Oui. Puis là, tu danses. Puis là, il y a une femme qui te passe entre les mains. Là, tu danses avec, tu es un peu gêné. Là, après ça, tu changes de partenaire. Tu changes. Parce que c'est ça l'idée. Hein? Puis après ça, les partenaires, Fred, ils reviennent. Oui. Fait que là, tu la retrouves, la deuxième. Tu fais hey, salut. Puis là, hey, vous dansez bien, monsieur, avec un Allemand cassé. Tu sais. Puis là, tu dis. Vous dansez bien! Non, puis là, tu te dis. Parce qu'ils parlent tous comme ça. Bien sûr. Mais tu te ramasses puis tu te dis, OK, je comprends pourquoi le curé n'aimait pas ça ces soirées-là. Non! Il se passe quelque chose. Mais vous l'avez fait, Sébastien Langlois, lors du lancement du livre la semaine dernière. On n'a pas dansé, mais on a chanté. Oui. Puis oui, il y a une magie, il y a vraiment de magie autour du chant parce que le chant traditionnel, c'est un chant qui se prête à être, qui se veut un chant qu'on partage. Et il y a vraiment une proximité entre le public et les personnes qui chantent. Puis ça amène à toutes sortes d'interactions. Puis c'est vraiment un échange qui est profondément humain. Oui. Autant que la danse, là évidemment, c'est physique. Là, on touche les personnes. Mais le chant, avec un côté humoristique, un côté parfois performatif aussi parfois. Des chansons pas chantables. Des chansons pas chantables, que tout le temps le même mononcle qui la chante. C'est le seul qui est capable. Il est le seul qui est capable. Puis les gens réagissent à ça. Puis il y a vraiment en général, quand on voit un spectacle, on s'attend à ce qu'il y ait un échange d'énergie entre le public puis l'artiste. Mais là, c'est la même chose, mais il y a plus de distance. La distance est complètement coupée. Donc, cet échange-là d'énergie est vraiment très, très fort et est à la base même du succès de la chanson traditionnelle. Aujourd'hui, quand on va dans les spectacles, il y a encore c'est une certaine proximité. Quand on va dans un festival trad, il n'y a pas d'artistes puis de spectateurs. Les artistes sont des spectateurs, les spectateurs sont des artistes. Et puis à la fin de la veillée, tout le monde finit ensemble à jouer la même tune. Donc c'est peut-être à ça qu'on rêve quand on va au karaoké. C'est ce qu'on retrouve, à savoir. On ne le trouve pas finalement parce qu'on ne chante pas tous ensemble, ou en tout cas si peu, puis ça vient pas de nous, c'est pas nos racines qu'on chante. Ouais. Parlant de festival, je l'ai dit tantôt, le festival Chant de Vielle va se dérouler. Est-ce que vous y allez? Oui, on va être beaucoup les festivals? Oui, on y va. On y va en général. On est à Mémoire Racine. Vous pouvez venir nous dire bonjour à Mémoire et Racine à Joliette. On va être à Chant-de-Vielle aussi. On donne une conférence en réalité à Chant-de-Vielle. Oui, on sera là aussi pour parler du livre. Parce que moi, je vais être là. Les dates, je me rappelle plus. Là, j'essaie de les trouver. Attendez. 31-2 juillet, je pense. Oui, 30 juin. Oui, c'est ça. 29 au 2 juillet. 29, 30 jusqu'au 2 juillet. Et moi, j'y serai pour le party de clôture. C'est la première fois de ma vie de DJ que je vais faire un set de trad seulement. C'est quand même un défi. Oui, évidemment, on va élargir un peu les musiques du monde. Je me suis arrangé avec les producteurs et la productrice, en fait, surtout Geneviève du festival. Je disais, on peut-tu quand même élargir? Parce que moi, j'aime beaucoup. Tantôt, vous le dites dans le livre qu'on a de la difficulté à considérer la musique trad comme faisant partie des musiques du monde. Oui, c'est notre contribution. Alors qu'ici, il y a des festivals de musique du monde où on fait venir des gens de tous les continents, puis on a de la difficulté à concevoir que notre patrimoine musical fait partie de ça. Mais les choses évoluent par contre. Je pense à un festival à Sherbrooke, le Festival des traditions du monde, où depuis une dizaine d'années, peut-être, il y a de la chanson trad. Ah oui? Fait que je pense que les choses évoluent vraiment. Puis les gens, je pense, commencent à prendre conscience que la chanson trad ici, c'est comment la musique du monde se décline.
au Québec. Ça Ouais, prendrait puis- un livre un peu méta sur le sujet. Il existe. C'est à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Champ de Vielle, en passant. Mais de toute façon, je vais mettre les liens parce qu'on peut faire du camping. C'est vraiment un beau coin, là, Saint-Antoine-sur-Richelieu. Bon, là, vous n'aimerez pas cette question-là. Les femmes dans le trad, évidemment, on ne changera pas l'histoire. Là. On sait que les femmes étaient moins présentes officiellement dans ce qui reste. Parce qu'elles sont là dans les chansons. Est-ce qu'elles sont là aussi ailleurs que comme étant sujet de chansons? Oui, ben il y a tout un pan là, qu'on n'a pas exploré dans le livre parce qu'on s'est plus concentré sur la figure du voyageur, Oui. mais comme les chansons de fileuses, les chansons de métier Oui. pratiquées traditionnellement par Oui. les femmes. Puis un groupe comme Galant, tu perds ton temps Oui. aujourd'hui. Qui sont 5 femmes donc Mais moi, j'en parle parce qu'on l'oublie aussi. On parlait tantôt de l'abbé Casgrain, tout ça, de consigner, mais c'est souvent les femmes aussi, dans les familles, qui consignaient les chansons, les paroles, parce que les bonhommes s'en rappelaient pas tout le temps des paroles, parce qu'ils buvaient du gros gin ou du gin à cochon. Et c'est les femmes, souvent, qui savaient écrire dans les familles. C'était les seules qui pouvaient consigner les chansons de leur mari. Et c'est souvent elles, puis ça, c'est des vieilles personnes qui m'ont dit ça. Souvent, c'est elles qui disaient au bonhomme, chante celle-là. Après ça, chante celle-là. Puis là, quand il était un peu perdu, vas-y avec cette complainte-là. Puis... Oui. Mais encore une fois, c'est un rôle effacé, mais faut le redire aujourd'hui, c'est un rôle qui a été essentiel pour faire perdurer ce répertoire-là. Oui, puis on retrouve, quand on va aux archives, on retrouve de très, très nombreux enregistrements de femmes, Oui. là, parce qu'elles chantaient, elles aussi. Oui, Là, oui, puis oui. souvent, puis il y avait quand même plusieurs chansons, tout un pan de chansons qui étaient... Où est-ce qu'on... C'est une figure de femme là, Oui. qui, évidemment, plutôt campée dans un rôle traditionnel, mais Oui. comme les hommes aussi, de toute façon. Oui, Là. oui. Mais il y en a quand même beaucoup des chansons. Puis souvent, dans ces chansons-là, on sent une certaine résistance par rapport à leur rôle où Oui. ils sont pas satisfaits de leur situation maritale, Oui. notamment là, une chanson de mal marié. Puis parmi les plus formidables informatrices de Marius Barbeau, par Oui. exemple, on retrouve un grand nombre de femmes Oui. quand même. Puis dans les archives, on l'entend aussi. Et de toute Donc, façon, il y a un rôle. comme la chanson trad n'est pas figée, n'est pas finie, elle s'écrit encore. Et là, aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup de groupes où les femmes soit chantent ou font partie des musiciens, des musiciennes. Et là, vous rappelez, puis on va terminer avec ça un peu pour s'en aller vers la fin, que là, on parle d'un retour du trad des années 70. Et là, présentement, on peut dire qu'on est un peu dans une période faste. Moi, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons groupes trad, jeunes groupes qui offrent beaucoup de déclinaisons différentes du trad. Oui, là, en ce moment, là, les propositions artistiques sont vraiment Ouais. de qualité puis variées. Ouais. Plus vrai que jamais. Là, parce que souvent, on entend dire les gens, on n'aime pas ça, le trad, mais souvent, on ne sait pas c'est quoi. Non. On oublie que le trad se décline en plusieurs sous-genres. Puis là, aujourd'hui, c'est ça. Il y a des groupes de chansons a cappella, il y a des groupes d'inspiration trad, mais avec des textes inédits. Oui. Il y en a qui sont plus dans vraiment la préservation de la tradition. Bref. Il y en a qui mettent de l'électro. Oui, il y a de tout. Du là. classique. Il y a du classique, ouais. oui, tout à fait. C'est vivant, c'est Ouais. ça. Et vous rappelez aussi, malheureusement, que ces groupes-là sont là, mais on les écoute pas autant qu'ils le mériteraient. Et ces groupes-là, en tout cas plusieurs de ces groupes-là, font la tournée des festivals de folk music, parce que dans le milieu anglophone, on parle plus de folk music que de trad. On a les amis de Vent du Nord qui sont les plus grandes vedettes, je pense, du trad partout dans le monde. Gentil Corum, les Grands Hurleurs, les Tireux de Roche de temps en temps. Comment on peut faire pour intéresser les gens? Parce que c'est vraiment... Il y a une richesse musicale, là. C'est pas juste... C'est pas de la nostalgie, là. C'est vraiment d'une musique actuelle. Ben, je pense qu'il y a un travail d'éducation. On le fait un peu avec cet épisode-là, je pense. En tout cas, Oui, j'espère, oui, on c'est va ce donner genre le goût, ouais. d'initiative-là. Puis Ouais. je pense tantôt aussi, quand Sébastien disait que le livre, c'était notre façon, étant donné qu'on ne chante pas, d'un peu de redonner à la communauté trad qui nous a tellement Ouais. donné depuis plusieurs années, il y avait cette idée-là aussi. Peut-être que si nous, on explique pourquoi on aime ça, Ouais. puis on n'a pas non plus une approche passéiste, on veut pas que cette tradition-là reste Ouais. fixée, immuable, on veut qu'elle vive, puis qu'elle soit généreuse dans la rencontre avec les autres, généreuse dans ce qu'elle peut offrir aux communautés sur le territoire. Fait que, bref, je pense qu'en changeant le discours sur Ouais. le trad, je pense que ça peut aider. Mais évidemment, c'est toujours les artistes qui Oui. sont les plus importants. C'est de les mettre en valeur, qu'on les entende à la radio, qu'on en parle dans les écoles. Oui. D'ailleurs, Nicolas Boulris, encore lui, c'est la dernière fois que j'en parle, m'avait déjà dit, après une tournée en Scandinavie, il s'était rendu compte là-bas, je me rappelle plus du pays, c'est soit la Suède ou la Finlande, mais il dit, je pense que c'est en Suède,
qui disait que là-bas, la chanson traditionnelle est inscrite à toute formation musicale postsecondaire. Fait que si tu vas avoir ton baccalauréat en musique, classique, jazz, en fait, il y a des cours qui sont obligatoires sur la musique traditionnelle suédoise ou scandinave. Et ça, je trouve que c'est une idée qui serait formidable à appliquer ici. En terminant, là, moi, je trouve vraiment que ce livre-là allume des lumières dans notre imaginaire et réveille des pans de notre identité qui sont oubliés. Puis c'est ce fameux indice apporté par une culture, pas underground, mais qui est parallèle à la culture écrite. Et c'est parce qu'elle est orale, parce qu'elle a été modifiée au fil des années, qu'elle en dit autant. Puis ça prenait quelqu'un pour le résumer, puis me le faire comprendre à moi. Puis pour ça, je recommande ce livre-là. Oui. J'ai vraiment merci, Sébastien Langlois, Jean-François Letourneau. Merci beaucoup d'être venu nous parler de En montant la rivière. C'est publié chez Mémoire d'Encrier, disponible chez tous les bons libraires indépendants de tradition orale. Alors, on rejoint notre collègue Amadou Sadjobari. Bonjour, Amadou. Bonjour, Fred. Vous êtes en Afrique et là, vous êtes présentement au Tchad, c'est ça? Oui, je suis au Tchad présentement, oui. Mais on va parler du Soudan. C'est ça, pays frontalier du Tchad où la situation, bien sûr, politique est catastrophique, pour ne pas dire désastreuse, et même, voilà, ce qui se passe en termes de morts d'hommes. On parle de milliers de morts, en un mois de guerre entre des deux généraux de l'armée soudanaise, des milliers de déplacés. On parle de 840 000 selon les Nations Unies et 220 réfugiés dans les pays voisins, qui sont bien sûr le Tchad ici, et l'Éthiopie, la RCA, la République centrafricaine, l'Égypte. En tout cas, dans des pays voisins aussi où la situation politique est très fragile, où déjà nous sommes confrontés aussi à des problèmes d'insécurité alimentaire, des problèmes de famine, où vraiment donc il y a une addition de conséquences humanitaires, politiques et sécuritaires qui rend la situation au niveau sous-régional d'ailleurs très compliquée. Bon, Amadou, attendez, je veux juste remettre un peu en contexte. Rappelons que le Soudan, c'est un pays avec une population de 45 millions d'habitants. Oui, on estime que déjà la famine frappait avant le début de ce conflit-là. On va reculer aussi un peu aux origines du conflit, mais il faut quand même, et c'est vous qui m'avez aligné sur cet élément-là qui est important, c'est qu'ici, évidemment, dans les grands médias, on entend parler du Soudan. On entend souvent cette idée de guerre civile qui frappe le Soudan, et c'est pas tout à fait ça qui se passe. Non, écoutez, dans les médias, de manière générale, on parle de guerre civile, mais force est de constater que ce n'est pas des populations, en tout cas, ce n'est pas des communautés ethniques comme souvent c'est le cas, ou ça a été le cas aussi dans l'histoire politique du Soudan. Pensons à la guerre du Darfour, des milliers de morts aussi, à l'époque, dans les années 2000-2003, précisément. Ici, vraiment, on est en face, en fait, d'une lutte pour le contrôle du pouvoir entre deux généraux, le général Al-Burhan, qui dirige les forces régulières de l'armée soudanaise, et le général Mohamed Dangalo, dit Hemeti, qui contrôle les paramilitaires des forces de soutien rapide. Donc, c'est vraiment une guerre intra-armée, parce que les paramilitaires qui ont été créés par l'ancien dictateur déchu Omar el-Béchir, qui a été renversé en 2019 par le concours de l'armée, bien sûr. Voilà, nous sommes ici en face d'une lutte au sein de l'armée pour le contrôle du pouvoir, mais aussi une lutte au sein de l'armée pour le contrôle des privilèges, si vous voulez, acquis à travers aussi un exercice long du pouvoir, depuis bien sûr les indépendances, où l'armée au Soudan a toujours contrôlé le pouvoir et a participé à le légitimer. Donc ce n'est pas vraiment une guerre entre des communautés ou entre... On parle aussi d'un conflit interne à la façon que fonctionne le Soudan. En fait, une bataille entre l'élite militaro-politique qui est établie au centre du pays et une élite militarisée, émergente, celle du général Hemeti, qui est qui est située géographiquement dans la zone du Darfour. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne trompez pas. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le général Hemeti, le tout-puissant Hemeti, parce qu'il faut voir ce qui se passe au Soudan pour mesurer la puissance des paramilitaires, des forces de soutien rapide, créé par le dictateur, comme je disais, Omar el-Béchir, qui a été renversé en 2019. Hemeti est un seigneur de guerre, seigneur de guerre arabe dans le Darfour,
qui est son fief. Alors, lorsqu'il y a eu la guerre du Darfour en 2003, un mouvement de rébellion contre la gouvernance d'Omar el-Béchir, dont on accusait la confiscation des richesses naturelles du pays, l'exclusion au sein, certaines communautés du Darfour au sein du pouvoir à Khartoum. Ouais. Donc, une rébellion a voulu renverser le pouvoir d'Omar el-Béchir. Et le président de l'époque a créé de toutes pièces les milices qu'on appelait à l'époque les janjaouides. Les janjaouides, c'est les milices arabes qui ont vraiment été féroces dans la répression contre la rébellion, certains groupes armés dans le Darfour. Et souvenez-vous, Fred, le Darfour, ça a été vraiment une catastrophe humanitaire. Ah oui. D'autres même ont parlé de génocide au Darfour. Vraiment, ça a été une longue guerre qui a fait fuir des milliers de personnes, d'ailleurs vers le Tchad et vers les pays voisins du Soudan. Mais Hemeti, c'est dans cette répression meurtrière catastrophique au Darfour qu'il a fait ses preuves, pour dire les choses malheureusement, qu'il a fait ses preuves. Ouais. Et c'est en ce sens-là, c'est comme ça qu'est né, si vous voulez, ces paramilitaires de France Soutien Rapide, qui sont aussi intervenus dans la guerre menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen, contre les rebelles soutenus par l'Iran. Souvenez-vous de la guerre dévastatrice aussi que cette coalition a menée au Yémen. Donc, si vous voulez, les forces paramilitaires, depuis 2003, se sont renforcés à la fois sur le plan humain, mais aussi sur le plan du matériel, financés par Omar el-Béchir, qui a été renversé en 2019. Donc, c'est typique même souvent des régimes de dictature en Afrique où, en fait, l'armée régulière, bien qu'elle appuie le pouvoir politique, le président essaie toujours de constituer au sein de l'armée des groupes plus puissants pour protéger le siège présidentiel, mais qui malheureusement plus tard se retournent contre lui-même. Donc c'est dans ce sens-là qu'Hemeti a vraiment acquis du pouvoir, acquis de la force. Il est passé de seigneur de guerre à un maître incontesté aujourd'hui du pouvoir au Khartoum, en fait au Soudan. Excusez-moi. Donc lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Omar el-Béchir en 2019, un gouvernement de transition s'est mis en place qui a été dirigé par un économiste, Mohamed Hamdok. Malheureusement, lorsqu'il a commencé à promouvoir, ou en tout cas à mettre en place des réformes qui visaient l'armée, alors là, l'armée s'est sentie touchée dans ses privilèges. En 2021, ce gouvernement civilo-militaire de transition a été renversé par une action conjointe menée par les deux généraux aujourd'hui qui s'affrontent, Al-Burhan et Hemeti. Je voulais dire aussi, on n'en a pas parlé encore, Amadou Sadio Barry, mais je pense que ça peut être important de le savoir pour comprendre un peu le personnage, donc ce seigneur de guerre Hemeti. C'est qu'il faut quand même comprendre que le Soudan est un grand producteur d'or. C'est le troisième derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. On parle d'exportations qui ont atteint 2,5 milliards en 2022. Et ce seigneur de guerre Hemeti s'est enrichi, entre autres, grâce au commerce de l'or et est un grand employeur aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a la faveur d'une partie de la population. C'est exactement le cas. D'ailleurs, il est perçu comme étant l'homme le plus riche du pays, imaginez-vous. Imaginez-vous. Et c'est d'où, d'ailleurs, c'est à partir des contrôles qu'ils ont dans les zones aurifères du Soudan. Et là le drame, Fred, imaginez-vous, un pays pauvre, l'un des plus pauvres d'Afrique du monde, où sévit des famines, une insécurité alimentaire aiguë, et nutritionnelle, où des enfants vraiment crèvent de faim. Imaginez-vous qu'une seule personne ait ce contrôle sur les richesses naturelles du pays les exploite et s'en sert à sa guise. Aussi dans une forme de redistribution avec ses réseaux de soutien, à la fois au niveau local, mais aussi au niveau international. Parce qu'il est intéressant de voir jusqu'où ce conflit aussi a des implications au niveau géopolitique. On en reviendra. Mais effectivement, le général Hemeti, c'est aussi en cela que ce conflit est absolument, si vous voulez, compliqué et déjà prévisible, parce que l'histoire, en fait, il n'y a jamais eu de régime politique au Soudan. Le régime a toujours été militaire. Et lorsqu'on observe la manière dont est structuré les privilèges au sein de l'armée soudanaise, on voit mal comment aujourd'hui des négociations de paix puissent être garanties si on ne discute pas l'avenir de la transition civile. Et de Burhan. La transition civile. Voilà, donc si vous voulez, ces 45 millions d'habitants, leur destin est lié à deux personnes. Deux personnes, c'est ce qui est dramatique. Et qui dit deux personnes, dit le contrôle des richesses, le contrôle des privilèges et surtout le contrôle du pouvoir politique, parce que c'est ce qui permet à ce que Hemeti s'est enrichi depuis 2003 et a pu gagner, si vous voulez, un grade, parce que même le grade de général lui a été conféré sur la base de ses capacités militaires. Mais vous voyez, des capacités qui ont quand même conduit
à des crimes atroces, des crimes d'humanité. Donc, ça n'est pas un processus institutionnel comme dans une armée normale qui conduit à être général. Souvent, d'ailleurs, c'est le cas en Afrique. Donc, vous avez raison d'insister sur cette imbrication entre l'enrichissement, le contrôle des ressources naturelles et si vous voulez, l'impact que ça a sur le contrôle du champ politique. Parce que c'est qui perd le politique, perd l'économie. Qui gagne l'économie, gagne le politique. Et ça devient complexe dans l'obtention d'un accord de paix durable qui permette à ce que le Soudan renoue, pour une fois de son existence, à une transition démocratique. Car le Soudan, c'est un des pays en Afrique qui n'a jamais connu de transition démocratique, malheureusement. Mais là, parlons justement des puissances extérieures. Évidemment, il y a de l'or, donc j'imagine que ça attire aussi son lot de puissances qui veulent contrôler les approvisionnements. On parle donc de l'Égypte, qui est un pays limitrophe. On parle des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de l'Éthiopie et de plus en plus un incontournable dans ce genre de conflit, la Russie. Oui, en fait, il y a toujours des acteurs qui sont impliqués dans les conflits, en raison aussi des activités économiques et de la manière dont les acteurs locaux, si vous voulez, se lient à la scène internationale. Parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler aussi le processus, si vous voulez, de légitimation du pouvoir. Il y a bien sûr, au niveau local, la mobilisation de la structure militaire, sa structure répressive pour conserver le pouvoir. Ça, c'est une modalité de légitimation. Mais il y a aussi, au niveau international, des acteurs qui permettent de parrainer et de renforcer le pouvoir au niveau local. Et dans le cas du Soudan, une personne comme Al-Burhan ou Général Hemeti a bien sûr des parrains. Al-Burhan, on parle souvent du soutien qu'il a de la part de l'Égypte et d'une position de l'Arabie saoudite qui est un peu ambiguë parce que Al-Burhan a quand même contribué à la guerre au Yémen avec succès selon les Saoudiens, bien que dans la guerre au Yémen, ce sont les forces de Hemeti qui se sont battus, d'où d'ailleurs la puissance du général Hemeti. Et par rapport au général Hemeti, il y a bien sûr ce soupçon qu'il a, parce qu'on dit qu'il a des liens avec les paramilitaires de Wagner, les Russes, qui aussi sont très impliqués dans l'exploitation de l'or au Soudan. Et cet or qui transite par la plaque tournante, qui est les Émirats arabes unis, qui soutiennent là, vraiment officiellement le général Hemeti. Et les Russes également veulent avoir une base navale sur la mer Rouge. Et là, vous comprenez évidemment si vous voulez, parce que le Soudan a des rives avec la mer Rouge. Tout à fait. Et là, vous comprenez les inquiétudes majeures d'un pays comme les États-Unis d'Amérique. Parce que la mer Rouge, c'est quand même un lieu où transite, si vous voulez, au niveau du commerce mondial, un pourcentage assez impressionnant, même sur le plan de l'exploitation du pétrole. Donc, les Russes qui auraient une base navale au niveau de la mer Rouge, pour les États-Unis, sur le plan géopolitique, ce serait quasiment, si vous voulez, quelque chose d'inacceptable. D'où d'ailleurs la pression que Washington, depuis le mois de janvier, la CIA essaie de faire des pressions sur Hemeti pour essayer de le détacher, de l'affranchir de la tutelle russe. Bon, il y a aussi les Chinois qui sont présents dans cette région du monde. Vous voyez donc, il y a des considérations économiques, des considérations géopolitiques, une redistribution des rapports de pouvoir au niveau international qui fait en sorte que Hemeti a une confiance de ses parrains, les Émiratis surtout, et qui font dire à certains experts qu'on ne sortira pas de cette crise simplement en disant qu'il faut de l'aide alimentaire. Pour les Soudanais, c'est bien, ça c'est le court terme. Mais à long terme, le véritable débat, c'est l'avenir du général Hemeti et du général Burhan. Malheureusement, c'est l'avenir de ces deux hommes qui vont décider de l'issue de cette guerre au Soudan. Et comment, aujourd'hui, les pourparlers sont menés par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Mais on sait très bien que tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une implication majeure des Émirats arabes unis et de l'Égypte et les deux ne s'entendent pas sur les termes ou la suite qu'il faut donner à cet accord de paix, eh bien, on restera toujours encore dans une guerre, une violence qui va faire s'effondrer un pays qui est déjà en panne depuis des années. Merci Amadou Sadio Barry. On va en reparler, c'est certain. Je suis vraiment très, très heureux de vous parler et que vous puissiez nous partager vos observations. Vous êtes là-bas, en plus, en Afrique, sur le terrain. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très précieux pour la balado. Je sais que vous revenez au Québec pour quelques semaines de vacances. On va essayer de s'organiser quelque chose parce que je veux qu'on parle de votre livre aussi que vous avez publié au Québec, Réflexions sur l'immigration, et je veux absolument qu'on en fasse une entrevue. Et ce sera aussi un grand plaisir de vous voir micro fermé, ne serait-ce que pour fraterniser. Ça sera un plaisir partagé, Fred. Et bonjour à tout le monde. Merci. Une fois encore.
Alors voilà ce qui conclut ce 32e épisode de La Balado. On a beaucoup parlé évidemment de chansons trad, de culture d'ici, mais c'est la beauté de ce projet-là. On a réussi aussi à aller au Soudan pour parler à Amadou Sadio Barry. Donc je remercie Sébastien Langlois et Jean-François Letourneau pour être venus nous parler de En montant la rivière, ce magnifique essai. Puis au-delà de la musique trad, que vous aimiez ou non, je vous invite à vous procurer ce livre-là pour vous plonger dans la culture d'ici, dans des aspects qu'on retrouve à peu près jamais ailleurs, ou qu'on aborde souvent en surface, et ce livre-là nous plonge. Puis comme le dit God pendant l'entrevue au moins 2 fois, ça sonne des cloches quand on lit ce livre-là. Merci bien sûr à Amadou Sadio Barry. Je remercie aussi quelqu'un qui m'a aidé cette semaine. Petit clin d'œil à une auditrice qui me donne un coup de main pour relire des documents que j'envoie à gauche et à droite, qui réussit à trouver des petites erreurs, des fois de formulation, des fois c'est des coquilles, et qui m'offre cette capacité-là, ces aptitudes de lectrice qu'elle a. Alors je veux la remercier. Il y a des beaux épisodes qui s'en viennent, entre autres avec Gilles Bibeau la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. Avec une rencontre avec l'anthropologue Gilles Bibeau. C'était extraordinaire. J'ai très, très hâte de vous présenter ça. Il va y avoir l'entrevue aussi avec Pierre Madeleine la semaine suivante sur son essai sur l'écofascisme. On va avoir aussi Nathalie Platte, cette chroniqueuse au devoir, psychologue qui réfléchit sur la santé mentale, ou en tout cas ce qu'on en dit, parce qu'elle a une réflexion là-dessus. On va avoir un épisode complet en partenariat avec une organisation pour aborder la santé mentale d'une autre façon. Vous allez voir, on est en train de travailler sur cet épisode-là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Bon, on termine en musique avec un extrait d'un album extraordinaire que j'ai découvert en lisant En montant la rivière. Je sais que peut-être vous le connaissez parce que vous l'avez vu passer. Il y a eu, il y a 2 ans, un engouement pour cet album-là de Cédric Dain-Lavoie. L'album s'appelle Archives. C'est vraiment, vraiment un album extraordinaire qui est une porte d'entrée fabuleuse pour commencer à écouter du trad. Si vous en écoutez déjà, vous allez être sur le cul avec cet album-là. Donc, c'est le 2e album solo de Cédric Dain-Lavoie, qui est compositeur, qui est contrebassiste de jazz, c'est sa formation, qui est un passionné de musique d'Afrique de l'Ouest et de musique ambiant, néoclassique, et tombe par hasard sur un album de trad qui lui a été remis par un ami. L'album, on en a un peu glissé un mot par rapport aux archives de l'Université Laval. Là. Ils ont fait des albums. Moi, j'en ai un aussi sur la Beauce, mais lui, c'est Acadie Québec, les archives de folklore de l'Université Laval. C'est un vinyle qui est paru dans les années 60. Et lui, il se fait remettre cet album-là par un ami. Il décide de voir s'il est capable de marier musique traditionnelle et musique ambiant. Et ça fonctionne vraiment d'une façon incroyable. C'est un album extrêmement touchant. Vous allez voir, on entend des archives, donc des gens qui chantent a cappella. Et lui, il a ajouté des orchestrations et une lutherie. C'est le terme qui est utilisé dans l'article Philippe Renaud lui a consacré dans Le Devoir. Et c'est vrai, c'est une lutherie qui comprend la guitare, le violon, la mandoline, qui a été jouée entre autres par une musicienne qui s'appelle Marie-Pierre Lecaux de Bon Débarras. Bon Débarras qui est un des groupes qui fait du trad d'aujourd'hui. Vraiment, vraiment intéressant. Alors, on parle de recontextualiser les chansons trad avec une vision plus contemporaine. C'est la démarche que fait Cédric Dain-Lavoie. Je sais qu'on compare souvent son travail à celui de Jeremy Dutcher, qui a fait la même chose avec sa grand-mère Malécite. Sauf que Jeremy Dutcher, il a une formation classique et les chansons sont vraiment orientées aussi plus classiques. Cédric Dain-Lavoie, lui, a gardé dans le fond, l'essence de la chanson trad, et il a juste superposé une sensibilité contemporaine qui touche à la musique ambiante. Alors, je vous présente en fait, tantôt on parlait des femmes aussi qui étaient absentes du livre et du trad. Souvent, sont pas absentes, mais souvent on n'en parle pas. Ben, j'ai aussi trouvé ça intéressant de vous présenter un extrait de l'album de Cédric Dain-Lavoie avec une femme, la voix de Jeanne Savoie, qui chante la chanson Par un dimanche au soir. Et c'est drôle parce que sur le disque de Acadie Québec, donc des archives du folklore de l'Université Laval, on la nommait Madame Georges Légère, parce qu'évidemment, à l'époque, les femmes portaient le nom de leur mari, mais son nom, c'est Jeanne Savoie, et elle chante Par un dimanche au soir. Et c'est le premier extrait, c'est la première pièce que Cédric Dain-Lavoie a travaillé, et il s'est rendu compte que ça fonctionnait. Et je vous dis, cet album-là est extraordinaire. Installez-vous comme il faut, écoutez ça, c'est extrêmement touchant.
puis c'est nous. C'est vraiment nous. Alors, bonne écoute. Bonne semaine, tout le monde. Par un dimanche au soir, m'en allant veiller, j'ai entendu la belle chanter une chanson, des vies dans les bouteilles, les verres et les flacons. Je me suis approché d'elle pour lui parler de l'amour. Elle m'a bien fait réponse. Galant, retire-toi. J'en ai un autre que j'aime bien plus joli que toi. S'il faut que je me retire, je me retirerai. Dans les couvents, la belle, j'irai finir mes jours. Vous aurez pas à me dire que je vous ai pas aimé. Les filles, ils s'en volent, je fréquente les dans le port. Les filles, ils s'en volent, je fréquente les dans le port. Souvent disant je vous aime, souvent ils nous aiment pas.